Bienvenue à tous sur ce webinaire, le burn-out parental, le comprendre, l'éviter et s'en sortir. Un webinaire donc que j'anime en tant que Ligue des familles. Ligue des familles, qui sommes-nous? Eh bien, on est une ASBL qui a plus de 100 ans et qui a pour ambition une société qui est adaptée aux réalités des familles et qui prend en compte les attentes des parents. On le fait via 3 grands piliers. Le premier pilier est l'information. Donc, on essaye d'informer les parents sur toute une série de choses qui pourraient les aider dans leur quotidien. On le fait via notre site web, on le fait via notre app, mais on le fait aussi via nos 2 magazines qui sont le Ligueur des parents et le Ligueur et mon bébé. Alors, on a également toute une série de services et d'avantages, comme le service de babysitting, le service des petites annonces. On a d'autres avantages sur toute une série d'éléments qui peuvent aider également les familles. Et tout ce qui est atelier des parents, qui est le projet sur lequel je travaille, fait partie de ces services. Mais on a un 3e pilier, qui est vraiment un très, très gros pilier chez nous à la Ligue des familles, qui est le pilier de l'impact sociétal. Je le dirai encore plus loin, mais des sujets comme le burn-out parental, ce qui fait que les parents ressentent cet épuisement à l'heure d'aujourd'hui, c'est aussi parce que notre société, d'après nous, d'après la Ligue des familles, n'est vraiment pas assez adaptée aux besoins, aux réalités des familles. Et donc, on a deux grandes équipes au sein de la Ligue des familles. Une qui va vraiment auprès du monde politique pour essayer de faire changer certaines lois. Et puis, on a une autre équipe qui va à la rencontre des parents, essaye de comprendre ce qui pour l'instant ne fonctionne pas au niveau de la société, ce qui devrait changer, et avec des groupes de parents vont faire du bruit sur la place publique pour essayer de faire bouger les choses. Et notamment, on a pour l'instant une campagne sur le postpartum, et j'en parlerai également un peu plus tard en clôture de ce webinaire. Qui je suis donc Nathalie Velu, enchantée, maman de 2 enfants. Je suis psychologue et coach spécialisée dans tout ce qui est prévention et traitement du burn-out parental. Et à la Ligue des familles, donc je travaille à la Ligue des familles et je fais de l'accompagnement individuel et aussi de l'accompagnement collectif via des ateliers des parents et puis des conférences comme celle-ci aujourd'hui. Je me considère être une tisseuse de liens. Alors, une tisseuse de liens, autant pour essayer de rassembler les parents entre eux, parce que je trouve que nous sommes bien trop isolés en tant que parents, mais aussi j'essaye en fait de rencontrer rencontrer plein de professionnels de la parentalité et de vulgariser aussi l'information pour pouvoir la transmettre de façon l'essentiel en très peu de temps aux parents qui manquent de temps souvent et d'énergie. Aussi, je note que c'est le parent qui est l'expert, c'est-à-dire que je dis à chaque session que je donne, moi, je suis là pour vous transmettre de l'information, mais je suis pas là spécialement pour vous conseiller. Vous êtes vraiment les experts de votre propre famille et c'est à vous à vraiment regarder ce qui vous parle moins et à faire le tri pour que vous ne gardiez vraiment que ce qui sonne juste pour vous et pour vos enfants. Alors, à la base de cette conférence, c'est beaucoup de recherches et beaucoup de méthodologies qui ont été créées et qui ont été testées par les docteurs Isabelle Roskam et Moira Nicolaszczak. Alors, Sophie, tu as levé la main? Tu as une question? Ok, en tout cas, Sophie, si tu as une question, n'hésite pas à me la poser. Donc, ce sont des psychologues, professeurs à l'UCL, et elles sont en fait docteurs, donc toutes les deux à l'UCL, et elles se sont vraiment consacrées à l'étude du burn-out parental avec énormément aussi de doctorants sur le sujet. Et elles ont créé donc toute une série de méthodologies qui sont soit transmises sous format d'ateliers des parents, soit qui sont transmises via de l'accompagnement individuel. En tout cas, c'est toute une série de choses que je vais vous transmettre aujourd'hui. Elles ont vraiment été créées par ces 2 femmes-là. Comme je disais juste avant, la société doit changer. Donc, même si moi, je vais vous transmettre toute une série de choses que vous pouvez peut-être faire à un niveau individuel, le point est que malgré tout, nous sommes convaincus que c'est vraiment au niveau de la société en premier qu'il doit y avoir des changements et que tout ne doit surtout pas reposer sur vos épaules à vous. La parentalité, une pression considérable. Je pense que certains d'entre vous l'expérimentent sans doute. C'est pour ça que vous êtes présents aujourd'hui. Ou si vous êtes des professionnels qui accompagnent des personnes qui sont en burn-out parental, eh bien, vous pouvez également beaucoup l'observer chez vos patients.
Et donc, une pression considérable qui vient déjà très, très fort de tous les côtés, de toutes ces injonctions, notamment qui sont sur les épaules des parents, qui viennent de la société, qui viennent parfois même de nos proches. Et puis, il y a aussi la pression qu'on se met à soi-même. Qu'est-ce que c'est le burn-out parental? Eh bien, il y a 4 symptômes principaux. Le premier symptôme, ça va être de l'épuisement dans son rôle de parent. Un épuisement qui va être physique, mais qui va aussi être au niveau émotionnel et au niveau cognitif. Donc, typiquement, le fait d'avoir cette charge mentale qui fait qu'en fait, on n'arrive même plus à réfléchir. Le deuxième symptôme, ça va être la saturation et la perte de plaisir dans son rôle de parent. On va vraiment perdre ce plaisir d'être parent et du coup, on va se limiter un maximum aux tâches qui sont vraiment les tâches vraiment nécessaires, vraiment essentielles. Et petit à petit, on va de moins en moins jouer avec l'enfant, veiller à savoir comment il va, etc. On va vraiment faire que les parties techniques pures et simples, avec une distanciation affective avec l'enfant. Et le quatrième symptôme, c'est le contraste entre le parent qu'il était et celui qu'il est à ce jour. C'est-à-dire que le parent qui, à un moment donné, se sent en burn-out parental, eh bien, il va vraiment se dire, mon Dieu, mais je ne me reconnais plus par rapport aux parents que j'étais à l'époque, eh bien, je suis plus ce parent. Ou bien, moi, j'aurais pensé vraiment être ce parent-là, et en fait, je me rends compte que c'est vraiment pas le cas. Et au plus, on voit que ces symptômes sont fréquents, toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, tous les jours. Vraiment, au plus on voit que ces symptômes reviennent avec une grande fréquence, une haute fréquence, au plus, eh bien, on se rend compte qu'on s'approche de cette zone orange et puis peut-être de cette zone rouge de burn-out parental. Alors, Sophie, je vois que tu lèves la main de temps en temps et je ne sais pas si c'est pour me poser une question. Ah oui, alors, est-ce que tu es toujours en coach? Je vois ton message. Je vais juste un petit instant vérifier que Sophie est bien en co-hôte. Sophie est là aujourd'hui pour m'assister. Alors, je vais remettre Sophie ici en co-hôte. Alors, je te mets là ici. Ah, voilà, ici. Et... Super, merci. J'ai eu un petit bug technique. Merci beaucoup. Merci d'avoir envoyé les messages, mais tu as bien fait de lever la main à chaque fois, ça fait que j'ai pu voir qu'il y avait le souci. Donc là, ça marche, tu es de nouveau co-hôte? Yes, je suis là, tout est bon. Parfait. Donc, Sophie, pour ceux qui sont arrivés entre-temps, est là pour gérer vraiment la partie questions-réponses et m'aider sur la partie technique. Voilà. OK, donc j'en étais sur les conséquences. Donc, pourquoi, ici, ces dernières années, on a de plus en plus étudié sur le sujet du burn-out parental? Eh bien, c'est parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quand même toute une série de conséquences non négligeables, autant sur le parent que sur l'enfant, mais même sur le couple. Qu'est-ce qu'on peut remarquer chez le parent? Eh bien, le fait d'avoir cet épuisement qui va vraiment être prononcé, ça va faire que le parent va être plus irritable, qui peut aussi développer des problèmes de santé, mais également des addictions. Donc, on a pu remarquer qu'il y a toute une série d'addictions comme le fait d'avoir de l'addiction au sucre et d'avoir une sorte de boulimie sur le sucré. Il peut y avoir aussi une addiction pardon, sur la caféine, comme une addiction sur l'alcool. Ensuite, il peut y avoir des idées suicidaires, comme l'envie de tout plaquer. Au niveau des conséquences sur l'enfant, eh bien, ça va, dans les conséquences qu'on va pouvoir remarquer, il y a la négligence, mais également de la violence verbale, physique, psychologique, bien plus que ce qu'on aurait pu s'imaginer de faire. Alors, peut-être une chose que j'aimerais rajouter ici, c'est que il y a beaucoup de parents qui, en fait, étaient des parents qui se sont mis énormément à la pression et qui étaient des excellents parents, entre guillemets, si on est des bons parents, mais je veux dire, qui voulaient, qui étaient de très, très bons parents. Et à force de se mettre cette pression, eh bien, ils se retrouvent à finalement avoir de la négligence et de la violence. Et donc, c'est assez marquant eh bien, typiquement cette violence, elle peut être présente même dans n'importe quel type de famille. Et sur le couple, il peut également y avoir des conséquences comme des conflits au sein du couple, de l'adultère, et puis et ainsi de suite à étudier encore au niveau de la recherche.
Quelques chiffres. Ça, ce sont une étude qui a été faite de nouveau par tous ces chercheurs qui étudient cette question du burn-out parental et qui était faite avant la période de Covid. Et peut-être que depuis la période de Covid, eh bien, ces chiffres ont encore bien évolué. Mais donc, comme vous pouvez le voir, parmi tous les pays qui ont été étudiés, la Belgique, c'est au plus la couleur est foncée, au plus ça veut dire que le pourcentage de parents qui est en ce moment en burn-out parental est élevé. Et donc, comme vous pouvez le voir, la Belgique fait partie du top 5 des pays avec le plus de burn-out parental. Donc, c'est vraiment très, très marquant. Une des pistes étudiées est le fait qu'on est dans une culture qui est très individualiste et donc, comme vous avez sans doute entendu, qu'il faut tout un village pour pouvoir éduquer un enfant, eh bien, tout ce village, il est très, très peu présent ici en Belgique et c'est un des facteurs à risque de tomber dans cet épuisement. Aussi, dans notre balance vie privée, vie professionnelle, les parents ont souvent à travailler jusque très, très tard ou garder des temps pleins ou des grands temps partiels parce que financièrement, c'est très, très dur d'arriver à équilibrer le tout. Donc, ce sont toutes des choses qui aussi culturellement font que la Belgique a autant de pourcentage de personnes, enfin de parents en burn-out parental. Qu'est-ce que c'est le burn-out parental? Donc, je vous ai montré les symptômes, mais on peut se représenter le burn-out parental aussi par cette balance. Donc, la balance entre un trop grand nombre de stresseurs parentaux et qui n'ont pas été équilibrés par suffisamment de ressources parentales. On peut le dire donc quand c'est un trouble de la famille du stress, trop longtemps avec pas assez de ressources. Très important, chaque burn-out parental a son histoire. Si je faisais cette balance pour l'ensemble des personnes qui sont présentes aujourd'hui et l'ensemble des parents qui sont là en dehors de cette session, eh bien, ce qui est mis dans les facteurs de stress parentaux, donc là-dedans, il pourrait y avoir un enfant qui est porteur de handicap, il pourrait y avoir un enfant qui a du mal, qui a des difficultés d'apprentissage scolaire, il peut y avoir le fait de se mettre beaucoup la pression et d'être plutôt quelqu'un de perfectionniste au niveau de sa parentalité, il peut y avoir le fait d'avoir un enfant qui dort pas du tout la nuit. Enfin, voilà, donc tout ça, ce sont les stresseurs parentaux. Les ressources parentales, ça va être par exemple, le fait d'avoir de l'aide, du support externe de la part d'un grand-parent. Ça peut être aussi le fait d'avoir un couple assez solide avec une très bonne entraide au niveau de l'équipe coparentale, etc. Et donc, un facteur peut être très, très différent d'une famille à l'autre. Et donc, chacune de ces représentations de balance va être très différente d'une famille à l'autre. Si je donne un exemple, ici, on a le cas d'une jeune femme qui a justement un enfant en difficulté d'apprentissage, qui en plus est une famille monoparentale avec des revenus assez bas. Et elle n'est pas forcément à l'aise avec ses propres émotions et plutôt perfectionniste. De plus, elle n'a pas beaucoup de soutien au niveau conjugal et dans ses pratiques éducatives, elle est plutôt inconsistante avec son propre enfant. Et donc, ça veut dire qu'il y a des moments où elle va mettre une certaine règle et puis elle ne va pas la tenir, ou bien, par exemple, elle va dire non à son enfant, puis juste après, elle va dire oui. Ça, c'est le principe d'avoir l'éducation inconsistante. Or, pour rééquilibrer la balance, eh bien, il y a dans son réseau social uniquement ses grands-parents. Et vous le voyez sur la balance, eh bien, il y a ce déséquilibre qui est présent. C'est pas suffisant pour pouvoir contrebalancer tous ces coûts qui sont présents au quotidien. Dernièrement, il y a aussi une méta-analyse qui a été faite pour voir, mais au fond, c'est quoi ces facteurs les plus fréquents auprès de ces familles qui se retrouvent dans cet épuisement très, très présent. Et on s'est rendu compte qu'il y a des facteurs qui reviennent vraiment d'une famille à l'autre, d'une personne à l'autre. Et puis, on peut voir aussi qu'il y en a qui ont vraiment généralement plus de poids, moyennement de poids ou peu de poids, mais quand même du poids dans cette balance. Lesquels sont-ils? Je vais vous les lister. Alors, il y a par exemple le premier à être tout à gauche, donc ce sont les facteurs à haut risque, donc qui sont avec un haut poids au niveau de la balance. Il y a les traits personnels du parent. Là-dedans, il y a le perfectionnisme parental élevé, le niveau bas d'intelligence émotionnelle, en tout cas, il y a le fait d'avoir une difficulté, par exemple, à gérer ses émotions, à réguler ses émotions. Il y a un haut neuroticisme, la personnalité borderline,
Le deuxième facteur qui est à haut risque, c'est la qualité de la coparentalité. Donc, le fait d'avoir, par exemple, un bas support émotionnel et pratique de la part du conjoint, ou par exemple, le fait d'avoir peu d'accord sur les valeurs éducatives, voire de la dénigration de la part de son partenaire. Le troisième facteur à haut risque, ce sont les pratiques parentales. Dans les pratiques parentales, il y a par exemple le fait de mettre peu de règles dans la famille, tout comme le fait d'être inconsistant dans ces règles. C'est ce que je disais tantôt, donc de dire oui puis non, ou de mettre une règle et puis finalement de ne pas la tenir. Dans cette sous-partie des pratiques parentales, il y a aussi le fait de faire beaucoup à la place de son enfant et d'avoir peu de demandes d'autonomie de la part d'enfant, ou en tout cas, peut-être qu'on essaye qu'il ait de l'autonomie, mais la manière dont on le fait ne fonctionne pas. Et donc, ou la manière dont l'enfant fait dans la relation avec l'enfant, en tout cas, on se rend compte qu'il y a peu d'autonomie, est un facteur de stress également, tout comme le fait d'avoir un perfectionnisme irréaliste sur les attentes qu'on a par rapport à l'enfant. Et donc, le fait, par exemple, qu'on attend de l'enfant qu'il soit justement hyper autonome pour tout faire alors qu'il est encore très, très petit. Nathalie, est-ce que tu pourrais donner 2-3 mots sur la neuroticine, expliquer ce que c'est? Ok, d'accord. Alors ça, si c'est ok, j'en parlerai plutôt à la fin parce que j'ai aussi un questionnaire que je peux renvoyer sur le sujet. Et donc, la personne elle peut aussi le faire. Donc, si c'est ok, j'en parlerai. Super. Alors, au niveau de oui, donc le quatrième, c'est la gestion du temps et de l'espace. Donc là, on s'est rendu compte qu'il y a le manque de temps pour soi, le manque de routine également. Donc, le fait de mettre beaucoup de routine à la maison pour l'enfant, mais même au sein de notre couple, par exemple, pour soi-même, est quelque chose qui va plutôt être une ressource au quotidien. Et donc, le fait de ne pas en avoir va plutôt pencher dans le rouge. Le manque d'ordre aussi, le désordre est aussi un gros facteur de stress et le manque de sommeil, tout comme le manque de support social. Alors, on va vérifier aussi où j'en suis dans mon timing. OK. Alors, dans les facteurs à un poids moyen, plutôt moyen, il y a le fait d'avoir un enfant avec des troubles physiques. Alors, quand je dis que c'est un poids énorme ou un poids moyen, tout ça, c'est des tendances. C'est pas pour ça que chez vous, forcément, c'est pas un poids énorme dans votre situation. Ça, c'est vraiment la tendance qui est observée chez les familles. Donc, pareil, pour où ça se trouve dans la colonne, ne pensez pas que si je vous dis que c'est ce poids, que chez vous, forcément, c'est ce poids. Vous devez vraiment, comme je disais au début, évaluer cette situation par rapport à votre situation précisément. Donc, le fait d'avoir un enfant avec des troubles physiques, comportementaux, émotionnels ou d'apprentissage qui interfèrent fortement avec le quotidien des parents. Le fait de vivre dans un pays occidental, donc comme je le disais, avec notre culture individualiste notamment, ça c'est aussi un facteur de stress, être une femme. Et puis, dans la troisième colonne, il y a le fait d'avoir 3 enfants ou plus, avoir un enfant en dessous de 5 ans et être une famille solo. Et là, ce qui est super intéressant, c'est que d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre, eh bien, on se rend compte qu'être une famille solo peut parfois être plutôt un facteur de ressources quand on est dans une culture où le ou la partenaire n'aide pas beaucoup. Si vous voulez évaluer où est-ce que vous en êtes pour l'instant par rapport à ce burn-out parental, il existe 2 tests que vous trouvez sur burnoutparental.com et vous avez le lien qui est marqué ici. Il y a un premier test qui est « Suis-je en burn-out parental ?» qui va plutôt évaluer où vous en êtes par rapport aux 4 symptômes que je vous avais donnés juste avant. Et puis, il y a un deuxième test qui est par rapport à pour découvrir quels sont mes facteurs pour l'instant de stress et de ressources. Donc, je vous invite vraiment à faire ces 2 tests pour vraiment aller évaluer où est-ce que j'en suis pour l'instant. Et une fois que vous avez les résultats de ces tests qui seront transmis automatiquement, pensez bien qu'il y a vraiment, vraiment des personnes qui peuvent vous aider et ça, je le dirai par après. Et 2, si par exemple, les résultats de ce test vous surprennent énormément, eh bien, de nouveau, réfléchissez, tiens, au fond, je me retrouve pas par rapport à ce qui est dit dans les résultats de ce test et avec votre esprit critique d'aller réfléchir sur la situation. Donc, pareil, ne prenez pas tel quel. Ce sont des questions c'est de l'écrit. C'est pas un diagnostic qui est fait avec un professionnel directement.
Voilà, donc ça, c'était pour la première partie sur qu'est-ce que c'est le burn-out parental en quelques lignes. Sur le site de burnoutparental.com, vous avez aussi des ouvrages de référence qui aident à y voir plus clair. Si vous voulez aller voir de façon plus approfondie, il y a vraiment, ces deux chercheuses ont également écrit donc toute une série d'ouvrages où vous avez tout ce que je vous ai expliqué avec beaucoup plus de détails. Ok, donc le burn-out parental, c'est ce que c'est. Mais maintenant, c'est quelles sont les pistes pour prévenir ou sortir du burn-out parental. Ces pistes, je me suis dit, mon Dieu, j'ai 1h15 pour tout faire. Comment est-ce que je vais pouvoir transmettre l'ensemble de ces pistes? Et c'est là que je me suis dit, donc, avec tout l'accompagnement que je fais ici à la Ligue des familles depuis que je suis arrivée, je me suis dit, ben, s'il y avait 10 messages que je voulais passer aux parents, ce seraient lesquels? Donc, ce sont les 10 messages. Je vais les former sous forme de 10 messages clés que je souhaiterais vous transmettre. Le tout premier message, c'est « Gardez de l'espoir, il y a des solutions ». Les deux chercheuses de l'UCL dont je vous ai parlé, elles ont fait donc une étude assez remarquable qui était notamment d'aller étudier le taux de cortisol. Comment elles ont fait? Elles ont pris les mèches de cheveux de participants et en fait le cheveu qui pousse d'1 centimètre tous les mois et le taux de cortisol peut être estimé, évalué à l'intérieur du cheveu. Et donc elles ont pu, en étudiant la composition de la base du cheveu et puis des 3 centimètres, voir la composition du taux de cortisol et son évolution dans le temps. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que les parents contrôle, donc il y a aussi des parents contrôle qui ont été étudiés. Les parents contrôle, ce sont des parents qui ne ressentent pas forcément qui ne sont pas en burn-out pour l'instant. Eh bien, on voit que le taux de cortisol, le cortisol vraiment montre le stress qui est présent au niveau physiologique chez le parent, eh bien, on voit que son taux de cortisol est même plus élevé qu'un étudiant qui est en plein examen. Donc, c'est déjà pas rien. Le fait d'être parent, déjà en soi, amène tout son lot de stress. Mais on voit que le parent qui est en burn-out, il est même plus de 2 fois avec ce taux de cortisol. Et donc, quand le parent ressent toutes ces difficultés dans le quotidien, c'est pas, parce qu'on parle beaucoup de burn-out et parfois c'est banalisé, mais non, ce n'est pas banalisé. C'est vraiment quelque chose qui a un réel énorme stress au niveau psychologique et physiologique au niveau de la personne. Et si on le compare avec d'autres, elles ont également vu que les patients souffrant de douleurs chroniques sévères ou les personnes victimes de violences conjugales, eh bien, le parent en burn-out parental est même encore au-dessus. Alors, je vous disais qu'il y a des solutions, puis je vous dis quelque chose qui est assez peut-être effrayant en voyant ces chiffres, mais ce que je trouve qui est vraiment porteur d'espoir, c'est qu'elles ont également fait tout un programme d'accompagnement de ces parents sur les facteurs qui ont le plus de poids, ceux que je vous avais cités juste avant. Et en faisant de l'accompagnement parental pour aider les parents sur leur régulation émotionnelle, sur leur perfectionnisme, sur leur pratique parentale, sur comment faire pour qu'au niveau du couple, il y ait plus d'entraide, etc., etc., eh bien, avant et après le traitement, ces parents sont même redescendus en dessous du taux de cortisol que les parents témoignent. Donc ça, pour moi, je trouve que vous le partagez, voilà, ce sont des chiffres qui parlent et il y a vraiment, vraiment, vraiment des solutions. Il y a moyen de travailler sur cette balance et il y a moyen de retrouver en fait de la sérénité tout court et de la sérénité dans sa parentalité. 2. Ne pas rester seul. Oser en parler. La première chose, c'est souvent, il y a un sentiment de honte qui est présent, un sentiment de culpabilité. Quand on devient parent, le premier message qu'on reçoit n'est pas « Oh, bon courage ». On reçoit « Oh, félicitations, tu vas voir, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux dans la vie, etc. » Alors, comment après aller dire au monde que, en fait, on ne s'en sort pas ou que c'est vraiment très, très dur? Et souvent, donc, il y a ce sentiment de honte et de culpabilité. C'est normal. Et donc, ça fait qu'on n'ose pas en parler. Ne pas rester seul, oser en parler.
on se rend compte, enfin, ces chercheuses et moi aussi dans ma pratique, on se rend compte à quel point pouvoir exprimer sa souffrance, juste le fait de pouvoir le dire, le sortir de soi, et que ça puisse être entendu par quelqu'un qui a une oreille bienveillante, qui connaît bien les techniques d'écoute active, sans jugement, eh bien, ça fait une énorme partie du travail. Déjà, rien que le fait de pouvoir l'exprimer. Et donc, c'est vraiment aussi le sentiment de pouvoir se sentir compris et reconnu dans sa peine. Et pour ça, j'encourage énormément les parents que j'accompagne à s'entourer de personnes aussi qui vivent la même chose qu'elles. Je vais vous donner un exemple personnel. Quand je suis devenue maman de mon deuxième enfant, à un moment donné, j'ai senti que l'épuisement parental venait taper à ma porte parce que il y avait le Covid qui était présent. Je n'avais plus très 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 peu de ressources vu que les grands-parents pouvaient pas voir les petits-enfants. Il n'y avait pas de femme de ménage qui était permise vu que c'était le confinement. Peu importe, j'étais très 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 isolée dans cette période. Et à un moment donné, j'ai senti que ça flanchait. Quand mon enfant était à la crèche, je me suis retrouvée nez à nez avec une autre maman qui était en train de pleurer dans le hall de cette crèche. Et pour moi, c'était très dur aussi de mettre mon enfant à la crèche à ce moment-là. Eh bien, je me suis mise en lien avec cette maman et j'ai dit, voilà, est-ce que tu serais OK qu'on s'échange les téléphones, les numéros de téléphone pour qu'on reste en lien et pour qu'on s'entraide dans cette période? Eh bien, cette personne qui a accepté est devenue une de mes meilleures amies. C'est vraiment une de mes meilleures amies à l'heure actuelle. S'entourer de quelqu'un qui vit la même chose c'est beaucoup plus facile de pouvoir parler de ce qu'on vit. Et même s'il y a le sentiment de honte ou de culpabilité, en fait, c'est OK et c'est encore plus facile enfin, c'est un peu moins difficile plutôt de pouvoir l'amener quand la personne en face de soi a vécu la même chose. Ça peut être aussi une amie, un médecin, un psy, en tout cas quelqu'un qui vraiment connaît bien les techniques d'écoute active et bienveillante et est dans de l'empathie. Vous pouvez trouver un professionnel dans votre région. Il y a sur le site du burnoutparental.com qui a été créé par ces deux chercheuses. Dans la partie S'en sortir, vous pouvez faire une recherche sur votre adresse et vous aurez tous les professionnels qui se situent tout près de vous. D'autre part, nous, à la Ligue des familles, donc on a cet accompagnement individuel et en groupe, qu'on permet de faire en ligne aussi pour pouvoir aussi accéder, peu importe l'endroit où vous vivez. 3. Et je regarde mon timing parce que je veux vous transmettre l'essentiel de votre info. Ça va, c'est toujours bon. 3. Récupérer de l'énergie, pas par pas. On peut le faire au niveau de l'alimentation, on peut le faire au niveau de son sommeil. Via l'alimentation, une des choses que je voulais vous transmettre ici, c'était le fait de travailler sur ces addictions. Comme vous le voyez, tout à l'heure, je vous avais mis qu'une des conséquences du burn-out parental, ça va être de compenser dans le sucre ou compenser dans l'alcool, par exemple. Mais le problème, c'est que toutes ces sources d'addiction, elles vont altérer la qualité du sommeil. Et donc, si je prends l'exemple de l'alcool, parfois on s'endormit avec l'alcool, mais la qualité du sommeil, on va plus se réveiller, le sommeil va être moins réparateur et hop, le cercle vicieux est lancé. D'où le fait qu'une des premières choses, travailler sur ces addictions, ça va vraiment aider à récupérer en qualité de sommeil. 2, via le repos. Alors, il y a le repos de la nuit, on peut agir sur son sommeil, mais quand on a vraiment, par exemple, un enfant qui est très malade et qui se réveille énormément la nuit, ou qu'on est très, très stressé et que pour l'instant, on sait qu'on va travailler sur notre stress, mais pour l'instant, la qualité des nuits est vraiment moins bonne, eh bien, comment est-ce que je vais pouvoir m'autoriser une micro-sieste en journée, même 5 minutes? Et donc, le repos de la journée, même si on ne dort pas, peut vraiment être quelque chose qui va énormément aider. J'ai mis un 3e point ici, qui est, il y a des périodes qui sont plus à risque. Quand vous vous souvenez, je vous parlais de la balance avec les coûts et les ressources. Moi, je transmets souvent aux parents le fait que, par moment, on a des périodes plus stressantes. Et donc, la balance, hop, tout d'un coup, elle penche. Comment est-ce que je peux anticiper cette période en mettant tout d'un coup plus de poids dans les ressources ou diminuer certains coûts? Je pense par exemple à la période de l'hiver, quand on a des enfants qui sont en bas âge, qui sont beaucoup plus malades et qui se réveillent plus la nuit.
Je pense sinon aussi à des périodes, si vous avez un travail et que vous avez une grosse deadline avec voilà, quelque chose de particulièrement stressant qui altère la qualité de vos nuits, eh bien à ce moment-là aussi, de bien jouer sur cette balance pour vous simplifier la vie pendant ces périodes et peut-être aussi planifier du temps de récupération, de repos pendant la journée. Je dis ça et en même temps, je sais à quel point c'est dur. Et souvent, il arrive que les personnes qui tombent dans le burn-out parental sont aussi celles qui ne se sont pas octroyées ces moments de récupération, ces moments de repos, etc. Et donc, parfois, c'est le travail, il est là, il est sur comment est-ce que je peux m'autoriser ça. Ici, je vous ai mis un lien, c'est INSERM, je ne sais pas exactement comment ça se prononce, INSERM, qui a qui est une grande source pour arriver à travailler sur son sommeil, qui est super intéressant, avec plein d'articles très bien faits, très sérieux, pour s'aider. Si par exemple on vit des insomnies, ou si on a des enfants en bas âge, etc. Donc c'est vraiment un site que je vous donne que je vous invite à aller consulter si vous avez des problèmes de sommeil. D'autre part, il y a aussi parfois, c'est pas tellement nous qui avons un problème de sommeil ou quoi que ce soit, mais on a un enfant à la maison et qui est en bas âge et qui a des petites nuits ou qui fait que nos nuits à nous d'adultes sont plus hachées. Alors, par rapport à ça, je ne pourrais pas aller dans énormément de détails ici aujourd'hui parce que je veux vous transférer un maximum d'informations que vous, après, vous pouvez aller voir plus en détail par vous-même. Pour ma part, de ce que j'ai pu rassembler comme information par rapport au sommeil du bébé, j'ai ceci que je souhaite vous transmettre. J'aime énormément l'approche d'Ingrid Baillot. Ingrid Baillot, elle est sage-femme et elle est spécialisée en allaitement et spécialisée par rapport au sommeil des enfants, de la physiologie, etc. J'aime énormément son approche parce alors c'est un tout petit, mais vous voyez qu'il y a un petit rond en dessous. Ce que j'aime énormément chez elle, c'est qu'elle voit la situation comme un tout. Et donc, quand elle dit, quand il y a un enfant qui dort très très peu ou qui se réveille énormément la nuit, etc., c'est d'aller voir l'ensemble du tableau. Qu'est-ce qui se passe au niveau du couple? Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'enfant? Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'environnement et du contexte? Qu'est-ce qui se passe chez l'enfant au niveau physiologique? Quel âge il a, etc. Et donc, c'est vraiment l'ensemble de tout ce qu'il peut y avoir comme ricochet d'un facteur à l'autre qui est étudié dans son ensemble. Ici, ensuite, je vous ai mis deux ouvrages, qui est l'ouvrage de Marie Thirion et l'ouvrage de Héloïse Junier. Marie Thirion, c'est un ouvrage qui est intéressant, alors principalement dans sa première partie, qui explique en long et en large la physiologie de l'enfant, la physiologie du sommeil de l'enfant. Ça, c'est vraiment hyper riche, parfois d'arriver à mieux comprendre en fait comment fonctionne le sommeil. Je vais vous donner un exemple tout bête, mais un nouveau-né, il s'endort en sommeil agité. Quand on ne sait pas ça, eh bien, on croit que son enfant, en fait, il est en train de pas aller bien ou qu'il est réveillé. Et donc, on va aller réveiller, en fait, son enfant qui est en sommeil agité. Donc, le fait de connaître ça est quelque chose de vraiment clé. Je vous ai mis aussi celui d'Héloïse Junier parce que elle décrit vraiment très, très bien. Je vérifie mon temps parce que je vois que je m'étends un petit peu sur cette partie-là. Donc, en tout cas, elle décrit vraiment très, très bien aussi des aspects comme l'importance de diminuer la température du corps le soir avant de dormir, comme le fait de diminuer le taux de cortisol et d'augmenter le taux de l'hormone qui favorise l'endormissement. C'est vraiment très, très facile à lire, mais c'est vraiment très juste. Le troisième, c'est la revue de littérature scientifique sur le sommeil et les pleurs. Vous verrez que Marie Thirion, elle encourage des techniques comme le 5-10-15 quand on a, dans certaines circonstances, et Héloïse Junier, elle est hyper contre. Et c'est très dur, vous êtes peut-être, parmi vous, il y en a qui sont peut-être dans le cas, de s'y retrouver par rapport à ces différents courants. Eh bien, l'article que je vous ai mis juste après, il fait la revue de tous les articles scientifiques qui ont été faits jusqu'à présent sur quid de quand on laisse pleurer, pas laisser pleurer, quel est l'impact des techniques d'endormissement sur le court terme, le moyen terme, le long terme, etc. Et le dernier, c'est un lien qui est présent sur Instagram notamment, mais une femme qui, je trouve, vraiment a vraiment des mots très justes. Donc voilà. Alors, 4, faire un travail pour rééquilibrer la balance. Donc, comme je le disais tout à l'heure, le burn-out parental, eh bien, il y a tous des stresseurs et pas assez de ressources
pour équilibrer. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour faire en sorte qu'on ait moins de stresseurs et comment est-ce qu'on va faire pour augmenter les ressources pour que la balance soit de nouveau équilibrée. Si je prenais l'exemple de tout à l'heure, avec cette maman qui est dans une famille monoparentale, qui a un enfant avec des difficultés d'apprentissage, qui n'est pas forcément à l'aise avec ses émotions, qui est perfectionniste, qui n'a pas de soutien conjugal, qui a une éducation consistante, mais qui d'autre part a quand même un réseau social, enfin une ressource à ce niveau-là, vu qu'elle a l'aide de ses grands-parents. Eh bien, cette personne, cette maman, comment est-ce qu'elle a fait pour équilibrer la balance? Si on le revoit, hop, je le refais. Eh bien, si vous le voyez, par exemple, elle a travaillé sur son perfectionnisme, ce qui fait que là, elle n'est plus perfectionniste. Vous voyez, ça a diminué. Tout comme elle a l'éducation inconsistante, elle a aussi travaillé ses pratiques éducatives et donc ça s'est aussi diminué. Et d'autre part, pour aider dans les difficultés d'apprentissage, elle fait appel maintenant à l'école des devoirs et hop, ça s'est rééquilibré. Les derniers points, je vous avais dit que j'avais vraiment 10 points que je voulais 10 clés, 10 choses principales que je voulais vous transmettre. Les autres parties que j'aimerais vous transmettre, j'ai essayé qu'il y en ait à chaque fois un par facteur que j'ai mentionné comme ceux qui ont le plus haut risque. Et je regarde de nouveau mon timing afin d'essayer de vous transmettre l'ensemble et qu'il y ait quand même un temps de questions-réponses à la fin. Donc, je redis, il y a les traits personnels du parent, la qualité de la coparentalité, les pratiques parentales, la gestion du temps et de l'espace et le support social. Agir au niveau de ces traits personnels. Il y a évidemment énormément de choses à faire. Alors peut-être, je le dirai à la fin aussi, mais à la Ligue des familles, ce qu'on a fait, c'est que chacun de ces facteurs de risque, on a à chaque fois développé un atelier des parents interactif sur ce sujet qui est en ligne pour pouvoir aller aborder de façon plus approfondie ces points et pouvoir les travailler. Mais donc ici, je vais en donner 2 pistes. Donc au niveau des traits personnels, il y avait par exemple la régulation des émotions et il y avait le perfectionnisme. Un des outils que j'aime énormément par rapport à la régulation des émotions, ça va être la cohérence cardiaque. Comment ça se passe la cohérence cardiaque? Ça va être de respirer un temps hop, et d'expirer un temps. Et en général, c'est le style j'inspire 4, j'expire 4 et ensuite on fait ça pendant 5 minutes. Mais donc, par exemple, on a l'application Respire Relax et Petit Bambou. Alors, Petit Bambou est payante pour une grande partie, mais la partie cohérence cardiaque est gratuite et l'application Respire Relax est gratuite aussi. Quand on a comme ça du stress au quotidien ou un pic de stress, ou quand on est par exemple avec un enfant on est à bout avec son enfant qui est en train de crier, etc., le fait d'aller s'isoler dans une pièce, respirer pendant 1 minute ne serait-ce que, ou 4 minutes, en faisant ce rythme de 4, 4, 4, 4, eh bien, vous verrez que physiologiquement, le corps est déjà vachement plus apaisé. Pour le perfectionnisme, ça c'est un modèle que je transmets très souvent aux personnes qui sont perfectionnistes et que j'aime beaucoup. Quel est-il? Le parent perfectionniste, il va avoir tendance à mettre énormément d'exigences et à avoir très peu de moyens ou se donner peu de moyens. Qu'est-ce qui se passe quand la pyramide elle est dans ce sens-là? Bam, elle tombe, elle flanche et on perd notre propre équilibre. Comment est-ce que je peux, en tant que parent, diminuer un maximum mon exigence et augmenter un maximum mes moyens? Quand je vous donnais mon exemple personnel au moment du confinement et où j'ai senti ma propre balance qui était en train de perdre en équilibre. Eh bien, donc, comme je le disais, je venais d'avoir un 2e enfant en plein confinement, en plein période de Covid, et je vois que je n'avais diminué aucune exigence. J'étais une famille quasi 0 déchet. J'avais fait le choix de pas d'écran avant les 3 ans, et je crois même qu'à l'époque, je m'étais dit avant les 6 ans. Et j'avais, voilà, ne serait-ce que ces 2 exemples-là. Eh bien, quand j'ai vu que ma balance était à ce point déséquilibrée, je me suis dit, maintenant, ça suffit. Pendant un certain temps, je vais racheter des choses qui vont vraiment être des aliments que mon enfant aime. Et c'est OK s'il y a du plastique. Et c'est OK si c'est plus de viande. Et j'ai mis plus d'écran pour mon enfant et c'est OK. Et mon 2e enfant, je lui ai mis un peu plus d'écran, même s'il avait moins de 3 ans, alors qu'au début, je m'étais dit moins de 6 ans. Diminution des exigences, augmentation des moyens quand on est perfectionniste.
Un deuxième outil pour le perfectionnisme que j'aime énormément, et vous avez ici la référence d'un livre et 2 liens que vous pouvez aller écouter par vous-même et qui sont disponibles comme ça en ligne si vous le tapez en ligne, eh bien, c'est l'autocompassion. L'autocompassion, ça va être comment est-ce que je peux m'apporter de la compassion moi-même. On n'a pas toujours quelqu'un qui a une bonne oreille, qui peut vraiment nous laisser exprimer cette souffrance comme je le disais au début. Eh bien, ça va être toutes des techniques, des exercices guidés, des méditations guidées pour s'offrir à soi-même cette compassion, soit en transformant la machine à autocritique dans notre tête par des phrases bienveillantes du style tu fais du mieux que tu peux, c'est comme ça, c'est une période qui est comme ça, tu vas y arriver, tu sais, ton enfant, le plus important, c'est qu'il t'aime. Voilà, ce genre de phrases, les travailler. Ou alors vraiment par des gestes comme juste un geste d'autocompassion, ça va être juste une main sur l'épaule, une main sur le cœur de, voilà, cette présence, voilà. Un peu comme le ferait un proche, un parent vis-à-vis de nous-mêmes. Ça va être s'offrir cette compassion à soi-même. Au niveau de l'équipe coparentale. Alors, au niveau de l'équipe coparentale, quelles sont des choses à faire? Forcément, à chaque fois, il y a beaucoup à faire, mais j'en donne un exemple. Et je revérifie mon temps. Une chose qu'on peut faire au niveau de l'équipe coparentale, ça va être de se mettre une routine d'organisation de la semaine avec son partenaire ou sa partenaire une fois par semaine pour aller explorer la suite de la semaine. Et donc là, je vous donne mon exemple personnel, mais il y a plein de manières de le faire. On peut le faire avec un agenda partagé électronique. Ça c'est un tableau qui s'achète chez Mac. On peut aimanter par exemple sur un radiateur. Et alors, on va vraiment discuter une fois sur la semaine de l'organisation de la semaine qui vient. Un autre outil pour le couple, ça va être de développer les compétences de communication non violente. Alors, je ne vais peut-être pas aller dans trop de détails ici, mais l'idée, ça va être un maximum de parler en je et plutôt que c'est à cause de toi et tu fais ça et c'est toi le problème, entre guillemets, et aller plutôt en je. Voilà, comment est-ce que ça pourrait être? J'observe que cette semaine, j'ai donné le bain aux enfants lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Les enfants les enfants chaque jour ont crié, pleuré. Ça m'a énormément tendue. J'ai besoin de sérénité à la fin de ma journée. Est-ce que ce serait possible qu'on s'alterne ou quelle solution pourrait trouver pour ce problème que je viens de citer? Donc, ça va être vraiment des manières de structurer notre communication pour que l'autre puisse être dans de l'écoute et que l'autre puisse entendre les besoins qu'on est en train d'exprimer et pouvoir lui-même les exprimer aussi et se mettre dans une recherche de construction. 7. Agir au niveau des pratiques parentales. Qu'est-ce que j'ai voulu vous transmettre ici aujourd'hui? 1. C'est que quand on est comme ça dans un burn-out parental, le parent, il va avoir presque tout qui va lui sembler insupportable dans les comportements de son enfant. C'est un des risques en tout cas. Donc, un des premiers éléments qu'on va dire aux parents, ça va être de classifier les comportements qu'on trouve vraiment très, très déplaisants chez l'enfant et de les classer en 3. C'est-à-dire, 1, aller vraiment lister le comportement ou les 2 comportements qui nous sont vraiment insupportables. Et puis, dans la colonne du milieu, ça va être de lister plutôt des comportements qui sont problématiques, mais qui sont quand même momentanément supportables. Et dans la 3e colonne, ça va être de lister ceux qui sont quand même globalement supportables pour pouvoir choisir ses combats et pas en fait être sur le dos de son enfant surtout, et l'enfant du coup n'écoute plus rien, mais par exemple s'attaquer à un problème principal qui nous est insupportable, comme par exemple le moment à table, ou comme par exemple le rangement de ses affaires. Et le reste, ce sera pour l'étape suivante, la 2e marche de l'escalier, et voilà, par après. 2, ça va être de garder le cap. Ça, c'est vraiment un outil qui a été aussi un moyen mnémotechnique qui a été inventé par toute cette équipe de chercheurs de l'UCL, qui est que quand un enfant, je sais pas moi, j'imagine mon enfant est en train de balancer toute son assiette par terre,
eh bien, ça va être dans notre réponse en tant que parent au comportement de l'enfant qui vient d'avoir lieu, ça va être d'avoir une réponse qui va être consistante, plutôt qui va favoriser l'apaisement et qui va être proportionnelle. Consistante, c'est si par exemple, je dis à mon enfant, va dans ta chambre, eh bien, si l'enfant dit, je ne veux pas aller dans ma chambre, je sais pas quoi, eh bien, que c'est pas à ce moment-là qu'on va dire, OK, c'est bon, reste à table. Si on a dit va dans ta chambre, eh bien, c'est va dans ta chambre et on reste sur on se tient à la règle et on essaie dans la mesure du possible qu'elle soit cohérente au niveau de l'équipe coparentale et qu'elle soit ferme et bienveillante. Au niveau de l'apaisement, ça va être quelles sont toutes les techniques que je vais pouvoir mettre en place qui vont me permettre, donc l'enfant à balancer son assiette, et moi, de permettre d'avoir une réponse qui va plutôt permettre que soit l'émotion de l'enfant reste équivalente, soit qu'elle aille vers le bas, mais pas un comportement qui va encore plus favoriser. Si par exemple, mon enfant a balancé son assiette et que moi, je lui crie hyper fort dessus, et que mon enfant me recrie hyper fort dessus, c'est l'escalade et c'est plutôt aller vers l'apaisement. Comme je disais tout à l'heure, dire va dans ta chambre en étant avec un ton assez impassible, eh bien, les deux parties vont pouvoir pratiquer par exemple la cohérence cardiaque, s'apaiser et puis ensuite revenir discuter sur une recherche de solution ensemble une fois que l'esprit s'est apaisé, enfin que l'émotion s'est apaisée. Et le P, proportionnalité, qu'est-ce que ça représente? L'enfant qui balance son assiette, si moi je lui dis eh bien, tu es privé de dessert pour les 6 prochains mois, vous pourrez l'imaginer que la réponse que j'ai donnée n'est pas proportionnelle en poids et du coup, je ne vais pas pouvoir le tenir et ça va sans doute faire plus de dégâts qu'autre chose. On va essayer que la réponse que je vais apporter soit plutôt proportionnelle dans le poids, mais aussi dans le sens. Et donc, par exemple, le fait de dire à l'enfant va dans ta chambre et on en reparle une fois qu'on est calmé et qu'ensuite, quand on est calmé, on peut y mettre du sens, eh bien, ça peut vraiment avoir un impact positif. Un maximum mettre en place aussi des routines à la maison. Ça, je vous donne des exemples de comment ça peut être des routines d'enchaînement du matin et du soir. Ici, un des messages clés aussi que je voulais vous transmettre. Je suis en connexion avec énormément de professionnels du terrain qui accompagnent des parents en burn-out parental. Et une des choses vraiment qu'on a remarqué, c'est que dans le passé, on était très très fort présent par rapport aux besoins de l'adulte et très peu ceux de l'enfant. À un moment donné, on a versé dans l'inverse. Énormément d'attention sur le besoin de l'enfant et les besoins d'adultes ont été oubliés. Or, là où c'est vraiment peut-être le plus gagnant au niveau de l'équilibre et de garder son équilibre et pour l'équilibre de l'enfant, ça va être cette danse dans la relation des besoins de l'enfant, mais aussi mes besoins. Et de pas se focaliser uniquement sur les besoins de l'enfant en étant dans ses pratiques éducatives et même tout le reste. 8. Agir sur la gestion du temps et de l'espace. Si j'avais une chose que j'avais vraiment envie de communiquer par rapport à ça, et qui a été une des réflexions avec Ingrid Baillot au moment où je m'étais formée sur le sommeil des enfants, c'est que les familles gagneraient énormément à organiser leur temps par rapport à l'après 4 heures ou le tunnel du soir, peu importe comment on l'appelle. Parce que c'est pas toujours à 4 heures qu'on rentre à la maison, c'est parfois à 17 heures, 18 heures. Souvent, que ce soit l'adulte ou l'enfant, il a besoin de plusieurs choses au moment de cette fin de journée. Première chose, et tout le monde en a besoin dans la famille, c'est un moment de pause. Que ce soit la pause après son travail, surtout quand on a été en télétravail. Que ce soit la pause par rapport à une maman ou un papa qui est au foyer ou qui est en congé parental ou congé de maternité, etc., qui s'occupait d'un enfant tout le temps, ou une maman ou un papa qui a été chercher à 3 heures son enfant et puis son compagnon ou sa compagne qui arrive en fin de journée, ça va être un moment de répit. L'enfant aussi a besoin de répit. Comment est-ce qu'on va organiser en famille ce moment de répit? Il y a plein de manières possibles. On peut installer un hamac et être dans un hamac. Alors, je dis, c'est pas toujours simple d'installer un hamac. Ça peut être le fait de pratiquer le yoga. Moi, je fais pas ça, mais ça peut être ça. Ça peut être un peu d'écran. Bref, il y a plein de manières différentes.
tout en bien encadrant bien pour les écrans, parce qu'on sait que c'est vraiment une grosse problématique. Hein. Quand je transmets ça, c'est parce que mon public que j'accompagne est très souvent perfectionniste et c'est très, 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 très peu autorisé ce genre de ressources. Et puis, on a un moment de plus grande activité, et là où la famille est de nouveau plus peut s'activer plus. Et l'heure avant le dodo est recommandé vraiment le moment de ralentissement pour permettre au corps et à l'esprit de pouvoir glisser vers l'endormissement. L'organiser l'après 4 heures dans une routine de couple ou familiale une fois par semaine ou de façon générale est vraiment quelque chose qui peut avoir énormément d'impact au quotidien. Un deuxième énorme impact au quotidien par rapport à l'organisation du temps, ça va être qu'est-ce que je vais pouvoir organiser la veille. Au plus je peux préparer des choses la veille qui vont nécessiter des choix ou de l'hésitation, au plus c'est des choses qu'au moment le matin on est hyper pressé, eh bien vu qu'on ne devra plus choisir, ça va vraiment diminuer beaucoup de tension. Je pense par exemple aux vêtements des enfants qui vont mettre pendant la journée. Ça peut être fait la veille. Les 4 heures aussi, ça peut être fait la veille. Ça peut être les chaussures, j'en sais rien, ce qui génère des tensions pour vous le matin, eh bien, ça va plutôt donc être de le faire la veille. Tout comme la partie rangement. Parfois, si on autonomise bien ses enfants, ranger avant cette partie cette troisième partie plus de ralentissement, eh bien, ça permet à tout le monde d'aller glisser vers l'endormissement, les adultes compris. Et parfois, avoir une aide de la part d'un support externe, même pour 30 minutes, peut parfois faire la différence et changer toute la dynamique du soir. Et donc, le fait de faire appel à un voisin, par exemple, ou quelqu'un qui habite vraiment tout près pour nous aider que 30 minutes, ça peut faire vraiment beaucoup de différence. Alors, je regarde mon temps parce que je pense que je dois peut-être passer l'exemple que j'avais mis juste après. Et oui, donc là, je vais le passer. Donc, on peut aussi faire des choses très, très concrètes au niveau de son espace. Au niveau du support social, il y a énormément de support social auquel on peut faire appel. Moi, je vais les lister. J'ai pas encore eu le temps de bien tous les lister, mais je vais tous les lister sur la page, notre page Facebook Atelier des parents. Donc, n'hésitez pas, je ferai ça dans le courant du mois de mai, de bien les lister. Mais il en existe énormément, comme Super Mama, par exemple, ou Hoppler, ou Merci, qui sont tous des soutiens qui permettent de pouvoir relayer à d'autres quand on est vraiment comme ça dans de l'épuisement. En conclusion, si je voulais vraiment donner un message clé. 1, c'est oser en parler. 2, ça va être récupérer pas par pas, une marche à la fois, votre énergie en soignant le sommeil et l'alimentation. Peut-être que pendant ce webinaire, vous avez décroché, que c'était trop lourd parce que pour l'instant, la fatigue, elle est trop présente. Quand c'est comme ça, le tout premier geste, c'est en parler et agir pour récupérer de l'énergie. Tout le travail sur la balance, sur les sous-facteurs, comme je vous disais, ils peuvent être faits dans un second temps quand on a récupéré de l'énergie grâce à ce premier point que je viens de mettre ici sur cette slide. Donc, et ensuite, agissez sur la balance des stresseurs et des ressources. Et enfin, gardez espoir. Comme je le disais, il y a moyen de travailler sur l'ensemble de ces points. Alors, on avait mis dans le texte que on vous mettait une surprise. Voilà, je ne sais plus exactement quel terme avait été choisi, mais ici, nous, on a essayé de faire un geste en faisant une sorte de réduction de 10 € sur notre accompagnement individuel. Je vais y arriver. Donc, une réduction de 10 € sur tout accompagnement individuel qui serait ici réservé avant la fin de semaine. Pourquoi la fin de semaine? C'est parce qu'après, je serai en congé pendant 2 semaines. Et donc, pour tout rendez-vous qui est pris à ce moment-là et qui serait donc qui aurait lieu après les vacances de Pâques, eh bien, on fait cette réduction. La prise de rendez-vous, vous avez mon numéro de téléphone qui est là ou l'information sur le site de la Ligue des familles. Comment est-ce que nous, la Ligue des familles, on fait l'accompagnement? Comme je le disais, on a des ateliers des parents interactifs en ligne qui permettent de se retrouver justement avec des parents qui partagent les mêmes genres de problématiques. Et je crois que dans les retours qu'on a sur les ateliers, la moitié, c'est juste ça. Oh, mon Dieu, je me sens moins seule. Oh, mon Dieu, est-ce que je me sens compris.
Ça, on l'a moins avec les conférences enregistrées ou l'accompagnement individuel. Donc ça, c'est la richesse des ateliers des parents. Les conférences enregistrées, on en a 2 pour l'instant. On en a un qui est sur tout ce qui est désordre et un autre qui est sur la galère des repas familiaux. Et il y en a un qui va être construit ici au mois de mai ou de juin sur le sommeil des enfants. L'idée, c'est d'en construire beaucoup plus et d'inviter plus d'experts pour pouvoir les donner, qui seraient spécialisés, eux, peut-être sur les ados ou d'autres choses. Et 3, on a donc l'accompagnement individuel que moi, je fais à la Ligue des familles. Là, ici, j'ai repris l'agenda des ateliers et des conférences. Donc, vous voyez que dans le prochain trimestre, on en a un sur les comportements difficiles des enfants, un sur la gestion des émotions et du stress, un sur la fratrie, un sur le perfectionnisme, un sur le faire de mon partenaire, de ma partenaire du couple, mon allié dans la parentalité. Et on en a mis un aussi qui est sur le burn-out parental, qui est vraiment un moment, alors vous aurez les éléments de théorie qui seront les mêmes, mais par contre, ce sera un moment d'échanger justement avec des parents et d'échanger des trucs et astuces qui peuvent vous aider dans le quotidien. Et alors, il y en a un de permaculture et de pleine conscience pour déconnecter et revenir à l'essentiel. Alors là, je voulais aussi parler, donc, comme je disais, on a une campagne postpartum pour l'instant, avec toute une série d'événements autour de ça. Mais il y a un événement qui a lieu ici à Bruxelles, dans nos locaux à Excel, à la Vie des familles, qui est un rendez-vous pour les papas, où les papas peuvent aller exprimer tout ce qu'ils trouvent qui, au niveau de la société, ne vont pas et qui devrait changer. Et ça a lieu le mardi 23 mai, c'est gratuit, c'est vraiment, le but est de rassembler des papas, aussi pour qu'ils se sentent moins seuls, mais aussi pour qu'ils puissent transmettre tout ce qui devrait changer aussi, que ce soit pour les papas ou pour les familles ou pour les mamans, mais c'est un rendez-vous spécial papa. Si vous voulez vous inscrire, vous avez l'adresse qui se trouve juste là. Alors là, je vous ai mis toute une série de témoignages, mais pour vous dire que on a depuis lancé ce projet en 2021 et accompagné, suivant nos formats, plus de 800 personnes, 800 mamans papas à l'heure actuelle. Si vous voulez me contacter, vous avez également donc mes liens de contact ici, du site web, du mail, mon numéro de téléphone. Je suis juste absente les 2 semaines de vacances. Donc, si je suis moins disponible à ce moment-là, eh bien, n'essayez pas de recontacter après par téléphone aussi, parce que j'aurai peut-être beaucoup de mails à traiter. Et si vous souhaitez vous impliquer pour transformer la société, eh bien, vous avez aussi cette adresse mail mouvement@liguedesfamilles.be. Voilà. J'en arrive aux questions. C'était beaucoup d'informations. J'espère que vous avez pu quand même suivre jusque-là. Je suis complètement dans mon timing, donc on a 15 minutes ici pour les éventuelles questions et réponses. Il y avait un conseil de livre sur dormir sans larmes de Rosa Rové, qui apparemment est sympa aussi sur le sommeil de l'enfant. Et alors, il y a vraiment plusieurs personnes qui ont demandé si tu pouvais bien partager tous les liens dont tu avais mentionné dans toute la présentation, parce qu'on a quelques-uns qui sont intéressants. Oui, ok, d'accord. Alors, par rapport au sommeil des enfants, le livre de Rosa José, il est effectivement recommandé par Ingrid Baillot, que j'aime énormément. Et je le trouve double, dans le sens où il est effectivement très, très bien fait aussi pour certaines choses sur la physiologie du sommeil, mais il a un chapitre qui doit faire 70 pages, ou enfin, en tout cas très, 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 très grand sur surtout ne jamais, jamais, jamais faire de dressage parental, de dressage du sommeil avec des méthodologies comme le 5-10-15. Un parent qui est vraiment, vraiment dans de l'épuisement, je suis moins aussi catégorique de ne pas faire des méthodologies comme le 5-10-15. Donc, je fais mon parti, moi, des partisans d'essayer un maximum de trouver de solutions sur des difficultés qui sont vraiment sur la compréhension de la physiologie du sommeil, sur la compréhension de qu'est-ce qui fait que l'enfant, pour l'instant, il a le sommeil tel qu'il est. Mais parfois, quand il y a vraiment épuisement, avoir certaines méthodologies pour permettre à l'enfant de s'autonomiser dans l'endormissement, je suis personnellement pas toujours contre. Voilà. Mais pas de force. Je ne suis pas pour faire un 5-10-15 sans avoir bien évalué la situation, par exemple.
Et les liens, donc oui, de toute façon, vous avez bien cette conférence ici en replay et vous aurez tous les liens qui y seront, mais sur la page Facebook, en plus de tous les contacts que j'aurai listés de support externe, je ferai aussi une page avec, enfin, j'essaierai peut-être, je sais pas exactement si c'est sur la page Facebook ou sur en tout cas, j'essaierai effectivement que tous les liens soient bien transmis aux personnes qui sont présentes à ce webinaire. Oui, parce qu'il y a vraiment un intérêt à ce niveau-là. Oui. Et alors, il y a aussi une personne qui travaille plutôt dans l'accompagnement, enfin dans l'accueil d'enfants. Et donc, elle se demandait comment est-ce qu'elle peut soutenir les parents. Comment est-ce qu'elle peut être un soutien vraiment quand elle voit il y a un souci à ce niveau-là ou qu'en tout cas, il y a des dérives de burn-out ou autre chose. C'est ça. Et est-ce que c'est précisé un peu plus quel est son... Qu'est-ce qu'elle fait comme type Elle d'accompagnement? travaille en crèche. Elle travaille en Ah oui, oui, crèche. oui, d'accord. Ok. D'accord. Alors, parce que je pose la question parce qu'il existe par exemple des sortes de questionnaires qui sont avec quelques questions courtes pour qu'un médecin généraliste, par exemple, puisse poser 2-3 questions pour évaluer une situation de burn-out parental ou pas. Alors, en effet, c'est une très bonne question par rapport aux crèches et c'est parce que les professionnels de première ligne, comme le personnel de crèche ou comme le personnel dans les écoles, observent beaucoup de parents qui sont en épuisement. C'est quelque chose qu'ils voient et ils peuvent vraiment souvent se dire, mais comment est-ce que je peux faire? Alors, c'est très délicat d'aborder ça avec le parent parce que le parent, souvent, il a honte et il a un sentiment de culpabilité et donc, il va souvent essayer de cacher qu'il va mal. Une chose qui peut être faite, ça va être d'aller vers le parent et de lui dire comment est-ce que ça va pour l'instant. Voilà, juste poser l'une ou l'autre question ouverte pour montrer qu'il y a une ouverture de pouvoir déposer la souffrance. Et ce que je ferai ensuite, c'est je renverrai sur le site de burnoutparental.com ou je renverrai sur notre site de la Ligue des familles ou vers d'autres qui ont comme ça développé, qui ont les compétences de pouvoir accompagner le burn-out parental. Je ne sais pas si ça répond à la question ou pas. À mon avis, oui. En tout cas, la personne qui l'a posée ne repose pas de questions supplémentaires. Donc, je suppose que tu as répondu à ta question. Oui, elle répond que oui, oui, merci. Super. Et là, je ne vois plus Et merci aussi qu'il y ait des personnes de crèche qui viennent. C'est formidable que, justement, qu'il y ait aussi plus de connaissances sur le sujet, parce que le parent qui est en burn-out parental, avoir le soutien de la crèche, de l'école est quelque chose de très, 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 très précieux. Et aussi de compréhension parce que une des conséquences peut être que le parent va aller déposer très, très tôt et rechercher très, très tard son enfant, que ce soit à la crèche ou à l'école, pour essayer que son enfant soit un maximum délégué pour pouvoir s'en sortir. Et donc, si la personne qui est en crèche a de l'empathie par rapport à ça et de la compréhension par rapport à du jugement, ça va beaucoup aider le parent. Il y a aussi une autre question. Comment combiner travail et burn-out parental? Ok. Alors, le travail, les chercheuses ont remarqué que le travail pouvait parfois être une ressource quand on avait burn-out parental et que parfois le fait d'être parent au foyer ou même à mi-temps n'est pas toujours quelque chose qui va être recommandé quand on est en burn-out parental. Maintenant, parfois, quand on a burn-out parental, on a aussi du burn-out dans d'autres secteurs. On peut aussi avoir du burn-out professionnel. Alors là, c'est très différent. Et parfois, à ce moment-là, le fait d'être à la maison ou d'être en temps partiel peut quand même aider. Mais alors, en essayant un maximum de pouvoir déléguer une partie la journée et de l'après-4 heures, d'avoir un maximum de support externe. Super. Et j'ai encore une dernière. Là, c'est pas une question, mais c'est plutôt quelqu'un qui conseille aussi l'application Insight Timer pour les méditations, pour se ressourcer. Mais personnellement, je ne la connais pas. Donc, je ne sais pas si tu connais et si tu as un avis sur celle-là. Non, et ça me fait penser que c'était quelque chose que j'avais envie de transmettre pour ceux qui sont encore là, qui sont encore présents à ce séminaire maintenant. Si vous connaissez justement des supports du style, comme je disais, un Super Mama ou le petit vélo jaune ou ce genre de choses, s'ils peuvent le mettre dans la discussion, ce serait super.
parce que moi, je vais essayer, j'ai posé la question à mon réseau, à mes collègues, pour essayer de faire une sorte de document qui reprend. Mais si vous, vous en connaissez et que vous souhaitez le transmettre aux autres parents, n'hésitez pas à le faire, parce que c'est le fait d'avoir du support externe, mais parfois qui est gratuit, est quelque chose qui peut vraiment être d'une grande aide. Vous pouvez aussi me l'envoyer par mail par après. Voilà, et là, attends, j'allais dire qu'il y avait plus de questions. Euh, c'est une appli gratuite avec beaucoup de style et de durée. Et alors, on parlait aussi de les fabuleuses femmes au foyer créées par Hélène Bonhomme. Mais ça, je te remettrai toutes ces informations-là dans un Génial, petit compte rendu. super. Donc là, je ne vois plus de questions en particulier. Ok, bah, de toute façon, 13h12, on avait mis ça jusqu'à 13h15, donc parfait. Je vous souhaite à tous et toutes de bien prendre soin de vous. Et je vous souhaite plein de courage, mais comme je le disais, il y a des solutions, et donc osez en parler. Euh, voilà, osez en parler, et prenez vraiment un maximum soin de vous. Ça vous aidera et ça aidera l'ensemble de votre famille. Je vous dis au revoir.